Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 21 mars, il est l'heure de l'info. Les monuments classés posent problème aux municipalités, coûts importants et délais de traitement trop longs, exemple dans plusieurs communes meusiennes. Contre les nuisances sonores des corbeaux, la mairie de Bar-le-Duc réalise des tirs d'effarouchement. L'objectif est de faire fuir les oiseaux. En fin de journal, nous recevrons Michel Riebel, vice-président de l'agglomération Meuse Grand Sud, et Mayron Krajewski, responsable de l'accueil des jeunes à Bar-le-Duc. La grève s'est transformée en manifestation à Commercy à l'appel de l'intersyndicale CGT, CFDT et CFTC. Environ 150 personnes ont manifesté ce vendredi dans les rues de Commercy, d'après nos confrères de l'Est républicain, en soutien aux salariés de Safran en grève depuis le 5 mars dernier. Pour rappel, ils protestent contre l'augmentation du temps de travail et déplorent le manque de communication avec la direction. Après un rassemblement devant l'usine, le cortège a rejoint la sous-préfecture. Une délégation a été reçue pour exprimer les revendications des grévistes. Nous continuerons bien évidemment de vous tenir informés de la mobilisation. On reste en Meuse où depuis plusieurs années, certains villages meusiens souffrent de leurs bâtiments classés au patrimoine de France. Ces monuments entraînent des problèmes, coûts supplémentaires ou d'attente allongée. Pour certains maires, l'idée serait même d'en déclasser certains. Explication avec Léo Martin. L'assaut, le château ou encore cette statue, ils ont tous un point commun, ils sont classés au patrimoine de France. Quand un monument est classé, les 500 mètres autour du lieu sont soumis aux décisions de l'architecte des bâtiments de France. À l'Île-en-Rigaud, tout le village est impacté. Le maire a lui-même conseillé à ses résidents de s'adresser en amont à l'ABF avant de faire valider le projet de construction pour aller plus vite. Malgré tout, la mairie est bloquée pendant des semaines sur certaines décisions. Un inconvénient, c'est que les architectes des bâtiments de France, en général, restent peu de temps dans le même poste. Ils donnent leurs avis, qui sont fondés sur des connaissances, sans aucun doute, mais qui peuvent se traduire par des perceptions différentes de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Et j'ai comme exemple des dossiers qui remontent déjà à un certain temps, où l'architecte des bâtiments de France souhaitait que les toitures soient d'une certaine couleur. Et ça ressemblait plus à ce qui se fait dans le Midi, par exemple. L'ABF qui est venu après, mais non, c'est n'importe quoi, l'Île-en-Rigaud, vous ne devez pas faire, l'Île-en-Rigaud, en tout cas dans le sud de la Meuse, on n'est pas à Nice ou à Narbonne, il faut revenir aux tuiles rouges. Cette ville du sud de la Meuse n'est pas la seule impactée. À Mauvage, 2 monuments sont classés l'un à côté de l'autre. Cette fontaine lavoir est inscrite depuis 1988. Même si la mairie prône la sauvegarde du patrimoine, cela les impacte considérablement. Le prix de sa nouvelle mairie a même été augmenté pour se plier aux règles. J'ai des contraintes qui m'ont été imposées par les bâtiments de France, à leur sens certainement justifiées, à mon sens qu'il l'est nettement moins, et qui a fait ralourdir la facture énormément, qui a complexifié les dossiers administratifs terriblement, qui nous a fait perdre un temps monumental. Et des fois, des prescriptions qui sont émises, ça va être sur un nombre de tuiles au mètre carré, sur une couleur de tuiles, sur des couleurs de fenêtres, surface de baies vitrées, de Velux, qui sont complètement incompréhensibles. Le maire a même pensé à faire déclasser ces monuments. Alors je ne sais pas si la possibilité m'en est donnée. Par contre, l'idée m'est venue à plusieurs reprises, effectivement, parce que c'est vrai que j'aurais pas de monument classé, la gestion au quotidien serait un peu plus, serait un petit peu plus facile. Dans cette autre commune, le chemin de croix de 1870 est constitué de 12 statues. Pour la mairie, ces œuvres classées doivent le rester, même si cela pose problème. Vous pouvez voir notre chemin de croix qui est superbe. Il n'est pas question de le déclasser, bien au contraire. On cherche à l'entretenir parce que c'est un trésor de la commune. Dès qu'on fait une demande de permis de construire ou de travaux, ça nécessite 1 mois de plus pour l'instruction. Bon, mis à part cela, si on veut garder le caractère original du village, on est obligé de se plier quand même à certaines conditions imposées par les bâtiments de France. Ceci dit, en dialoguant avec l'architecte des bâtiments de France, on arrive à s'entendre. Une partie du vieux village a failli être entièrement classée, mais le maire a refusé pour ne pas alourdir le travail avec l'ABF.
et compliquer la vie des riverains. Contactés par téléphone, les Bâtiments de France appuient sur la différence entre le temps d'instruction du dossier minimum 1 mois et le temps de dépôt du dossier auprès de la municipalité, plusieurs mois. Toujours en Meuse, la mairie de Bar-le-Duc réalise depuis une dizaine d'années des tirs d'effarouchement pour lutter contre les corbeaux. Ces tirs ne sont pas dangereux pour les oiseaux et l'idée n'est pas de les toucher, mais bien de les faire fuir. L'idée est également d'arrêter les nuisances sonores liées aux corbeaux. Les détails avec Léo Martin. Ce sont des détonations que les riverains connaissent depuis quelques années. Sur la côte Sainte-Catherine qui domine Bar-le-Duc, des nids de corbeaux gâchent la vie des habitants. Entre cris incessants et fientes d'oiseaux, la municipalité a décidé d'agir. Depuis maintenant 10 ans, des tirs comme celui-ci sont réalisés. L'objectif est de faire fuir les corbeaux. Cette année, 35 nids ont déjà été retirés. Ce qu'on cherche à faire là, c'est leur rendre le territoire hostile, si on peut dire, c'est-à-dire enlever les nids, parce que les corbeaux sont opportunistes, hein, ils viennent s'installer d'abord là où il y a déjà des nids, et ensuite, quand ils sont en période de nidification, on vient effectivement faire ces tirs d'effarouchement, on leur empoisonne la vie, hein, pour dire les choses simplement. C'est plutôt efficace, puisque au bout de 7-8 ans, là, on constate quand même une nette diminution du nombre de nids et des nuisances, bien évidemment. On sait que alors, les corbeaux se déplacent, hein, ils aiment les arbres en hauteur et ils aiment les villes. Armé de son pistolet ou de son laser, Cédric fait fuir les oiseaux. Pendant 4 semaines et 3 fois par jour, il empêche les corvidés d'installer leur nid. L'opération est sans danger pour les volatiles. Alors, on tire avec un revolver à un barillet de 5 coups, c'est des blancs, c'est des balles à blanc, c'est des amorces qui nous permet effectivement d'envoyer les fusées. On a un porte-fusée, voilà, on a plusieurs styles de bruit pour pas qu'ils s'habituent au bruit et derrière ça va les faire fuir et leur dire voilà, ne venez pas trop dans le secteur là parce que là vous serez pas tranquille. Le tir est le plus efficace parce que quoi qu'il arrive, ils reviendront pas au moment que le tireur, que la personne qui est farouche est là, ça c'est sûr. Un peu plus haut dans le bois de Franche-Comté, il n'est pas possible de tirer avec le pistolet à cause des bâtiments avoisinants. La seule option est donc le laser. Là c'est le laser, uniquement du laser sur ce secteur-là, parce qu'on est trop proche des immeubles pour faire des fusées, pour faire du tir en effarouchement. Donc ça c'était la première année qu'ils sont venus ici, c'est l'année dernière. Depuis l'année dernière, toute une colonie s'est déplacée et sont venus ici. Donc 44 nids, ce qui veut dire à peu près 200 corbeaux sur le secteur-là. Dans le bois juste derrière, aucun nid n'a été créé par les oiseaux cette année. Pour éviter que les corvidés reviennent, des papiers réfléchissants ont été installés dans les arbres. Nous recevons ce soir Michel Ribel, vous êtes vice-président de l'agglomération Meuse-Grand Sud, chargé de la contractualisation du territoire. Et Meyron Krajeki, vous êtes responsable de l'accueil des jeunes et de la plateforme Loge-toi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir pour parler de la cohabitation intergénérationnelle et plus globalement du logement aussi des jeunes actifs sur le territoire du Sud meusien. C'est un défi de continuer d'accueillir des jeunes meusiens et des jeunes actifs sur le territoire dans le sud de la Meuse. C'est un vrai objectif d'accueillir nos jeunes puisque c'est une demande en priorité des jeunes du territoire qui viennent en formation sur le territoire. C'est aussi une demande dans le cadre de l'économie. L'économie du territoire a besoin aussi, pour accueillir ces alternants, de ce volet habitat pour pouvoir faire que les jeunes s'intègrent complètement au territoire au niveau économique. Donc voilà. Et donc c'est un défi de les loger, réussir à les loger dans le sud meusien. Voilà, c'est très important. On a la demande, on a effectivement le foyer de jeunes travailleurs qui aujourd'hui a 100% de taux d'occupation et qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans en mobilité professionnelle. Et on se doit d'essayer encore de trouver des solutions pour qu'on puisse laisser aucun jeune sur la touche et qu'on puisse les accueillir de la meilleure façon possible. Et justement, pour en laisser aucun sur la touche, il y a cette idée de cohabitation intergénérationnelle. D'où vient cette idée? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette cohabitation? Alors c'est une cohabitation intergénérationnelle qui n'est pas nouvelle. Elle a déjà été testée sur le territoire meusien
n'a pas eu un effet positif dans un premier temps, mais elle fonctionne et la région Grand Est est partenaire dans le cadre de ce programme. Elle fonctionne très bien sur le territoire vosgien, par exemple, au niveau de Saint-Dié. Et donc, on ne va pas réinventer le sujet, on va venir s'appuyer sur l'existant qui fonctionne très bien et on est en collaboration avec Saint-Dié pour voir comment on peut appliquer et mettre en place à travers ce benchmark cette colocation intergénérationnelle sur notre territoire Meuse-Grand Sud à Bar-le-Duc. Donc l'idée c'est de faire cohabiter et puis mettre en colocation en fait des seniors donc de plus de 60 ans et des jeunes actifs, vous l'avez dit, alternants, apprentis ou en tout cas jeunes actifs qui sont sur le territoire. Quels sont les bénéfices, je me tourne peut-être vers vous Myron, quels sont les bénéfices pour d'un côté comme de l'autre de cette cohabitation? Les bénéfices, ils sont clairs. Effectivement, aujourd'hui, on rencontre des difficultés à accueillir des jeunes. Le territoire a besoin qu'on puisse les faire venir, parce qu'effectivement, on accueille des jeunes de tous bords, des jeunes en difficulté, des jeunes qui ne sont pas du tout en difficulté. 60% de nos jeunes qui touchent Loge-toi, qui touchent l'accueil des jeunes, sont des jeunes qui viennent par question de mobilité professionnelle, donc pour rentrer dans leur premier emploi, et où commencer leur parcours résidentiel. Donc ça, c'est très intéressant. Et effectivement, il faut qu'on puisse avoir un maximum de possibilités pour qu'ils puissent rester sur le territoire. Sinon, ils vont partir. Et on a en Meuse cette problématique aussi que les jeunes doivent rester. Donc c'est très important qu'on puisse avoir toutes les opportunités pour que les jeunes puissent rester. Et pour les personnes âgées, je laisse M. Riebel intervenir. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'avantages et dans le cadre de cette colocation intergénérationnelle, on a la possibilité pour nos seniors de plus de 60 ans d'accueillir un jeune. Tout ça sera supervisé par le groupe SOS Senior qui nous accompagne, qui va lui travailler plus sur la charte et l'accompagnement du jeune vers la personne accueillante. Et il y a plein d'avantages à cette, entre guillemets, cette colocation. C'est un avantage de revenus supplémentaires pour la personne qui accueille. Pour le jeune, un loyer modéré, très modéré pour pouvoir se loger. Et puis, on ne va pas se voiler la face. Les jeunes, quand ils sont en formation, quand ils viennent du territoire meusien et qu'ils sont en formation déjà sur des pôles de la région Grand Est, ils ont déjà besoin d'une location pour leur formation. Et s'il faut qu'ils rajoutent encore une formation quand ils sont en alternance ou en stage dans les entreprises, forcément, ça va être compliqué financièrement pour le jeune. Et donc, à travers cette colocation intergénérationnelle, on va leur faciliter l'intégration dans les entreprises. Et puis il y a l'idée aussi de recréer du lien social et puis de lutter contre l'isolement aussi des seniors, qui est un sujet aujourd'hui de société. C'est les facteurs supplémentaires, c'est les avantages supplémentaires qu'on a dans cette colocation intergénérationnelle, c'est qu'on a, entre guillemets, un lien social qui se recrée. Et le jeune, ça lui permet aussi d'avoir un référent ou un parrain sur le territoire sur lequel il peut s'appuyer pour s'intégrer plus facilement sur le territoire Meuse-Grand Sud à Bar-le-Duc. Donc c'est à la fois des bénéfices sociaux et puis des bénéfices aussi économiques pour les deux parties. À qui s'adresse ce dispositif? On l'a dit, donc c'est plutôt aux jeunes, au niveau des seniors aussi. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être, est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce qu'il y a des âges à respecter? Est-ce qu'il y a des conditions? Alors les âges pour les seniors, c'est les plus de 60 ans. Puisqu'on sait qu'on a une pyramide des âges qui est en augmentation au niveau des plus de 60 ans. Et pour les jeunes, c'est les jeunes en formation, donc c'est à partir de 16 ans jusqu'à plus. Nous, notre convention territoriale globale, elle va jusqu'à 26 ans, mais on peut imaginer qu'on est un petit peu plus loin s'il y a un besoin. Au cas par cas, suivant le. Au cas par cas, mettre des règles bien strictes sur un programme comme celui-ci, c'est pas. Et voilà. Très bien. Merci. Et donc pour ceux qui nous regardent, jeunes comme moins jeunes, comment s'inscrire, comment participer? Est-ce qu'il y a quelque chose à remplir en ligne, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, logiquement, la plateforme SOS Senior est sur Internet et effectivement, on peut s'inscrire en ligne directement sur cette page. Mais la plateforme Loge-toi va servir réellement à ça. On est 24. La plateforme Loge-toi, très rapidement, c'est une plateforme portée par la région Grand Est qui permet aux jeunes d'avoir des renseignements sur le logement. Chez nous, elle est portée à l'accueil des jeunes et dans le nord meusien, elle est portée par la mission locale. Et effectivement, vu qu'on accompagne en moyenne 250 jeunes
par an, effectivement, on pourra leur donner les outils pour qu'ils puissent directement s'inscrire avec nos conseillères, etc. Donc ça passera soit directement en ligne ou alors en lien avec nos services. Qui viennent vous voir directement. Exactement. Et pour les seniors, est-ce que la démarche est différente? Est-ce qu'il faut aller plutôt les chercher? Alors, pour les seniors, on est encore, hier encore, au niveau de l'agglomération, on avait une réunion ce qu'on appelle une assemblée des maires. Et lors de l'Assemblée des maires, on a souligné le fait qu'on avait une publicité de SOS Senior, donc c'est un flyer, hein, tout simplement. Sur ce flyer, on a un QR code et sur le QR code, on peut retrouver tous les éléments pour les inscriptions. Mais on compte aussi sur les maires pour qu'ils connaissent bien leur population et donc ils vont pouvoir nous faire des propositions de seniors qui seraient intéressés par ce type de colocation. Et ensuite, on travaillera avec SOS Senior et notre partenaire l'accueil des jeunes pour cibler, avoir un public cible et qu'on puisse commencer à dérouler. Et puis faire les mises en relation. Voilà, les mises en relation. Et l'objectif à moyen terme, c'est trouver 4 binômes pour monter en puissance jusqu'à 10 binômes. Et ensuite, on fera, entre guillemets, ce qu'on appelle de l'échange. Une fois qu'on aura mis en route le processus, on pourra accélérer tout doucement le processus. Très bien. Eh ben, le message est passé pour ceux qui nous regardent, s'ils souhaitent participer à cette cohabitation intergénérationnelle. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.